Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de véhicules autonomes. Puis pour ça, je vais vous laisser nous présenter nos invités. On part avec ça. Bon matin. Bonjour Sarah. Bonjour, bon matin. Bonjour tout le monde. Alors, on brise le 4e mur pour se présenter, puis après, on retourne ensemble. Mon nom, c'est Pierre-Olivier Ménard-Dumas. Je suis associé au cabinet d'avocats Stein Mona à Québec. Je suis l'associé responsable de l'équipe en droit du transport. Puis ce matin, je suis accompagné de ma consoeur, Maître Sarah Routier. Bonjour. Bonjour. Bon matin, Sarah. Moi, Sarah Routier, je suis avocate dans l'équipe de Pierre-Olivier en droit du transport et on fait ça de manière quotidienne. Moi, j'ai été assermentée il y a 2 ans et demi et j'ai fait ça depuis le début. Good. Super. Bon, écoutez, il y a ça qu'on vous connaît. Moi, c'est Pierre-Olivier. J'en doutais pas. Véhicule autonome. Oui. Moi, là, regarde, tu me parles de ça, puis je me dis, hey, on commence déjà à passer au véhicule qui va se conduire tout seul. On est rendu où là-dedans? Écoute, moi, il y a une couple d'années, j'ai commencé à écrire des articles scientifiques sur les véhicules autonomes en disant, ça s'en vient, je publiais dans des revues destinées aux avocats, okay, à mes confrères. Puis les gens ils me disaient, Pierre-Olivier, tu joues trop aux jeux vidéo. T'es trop un jeune avocat, ça n'a pas de sens, ça se peut pas, ça n'existera pas. On nous disait que les autos allaient voler en l'an 2000. Oui. Commence pas à me parler que les camions vont se conduire en 2015. Moi, je suis extrêmement fier de dire qu'en ce moment, Sarah et moi, on a travaillé sur un projet de navette autonome au Québec et que la navette a circulé tout au long de l'automne sur les routes du Québec en situation réelle de trafic, dans des intersections, avec des passagers à bord. Ah ouais. Les véhicules autonomes, c'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité. Il y a eu une indication très claire du ministère des Transports qu'on doit avoir des véhicules dans le transport de marchandises. Donc, c'est une réalité qui ne ralentira pas. Il y a une pénurie de la main-d'œuvre. On a besoin d'opérateurs de véhicules lourds. On va continuer à en avoir besoin des gens bien formés. C'est une réalité qui va juste prendre plus de place dans nos vies, dans la chaîne logistique dans les prochaines années. Mm-hmm. Puis Sarah et moi, on a travaillé de manière extensive parce que ça a changé beaucoup le cadre législatif un véhicule autonome, notamment à cause du no fault. OK. Donc, ça amène à vérifier, parce que là, on parle de véhicules qui vont se conduire sans chauffeur. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir une responsabilité, puis elle va être appliquée à qui? C'est quoi? Je comprends pas plus que ça, là. Explique-nous donc, Sarah, les grandes lignes du no-fault au Québec. Oui, en fait, le no-fault, c'est pour ce qui est du préjudice corporel. C'est-à-dire que si une personne est victime au Québec d'un accident automobile, la Société de l'assurance automobile va indemniser la personne sans poursuivre le responsable avec quelques réserves. Et ça, peu importe, c'est la responsabilité de qui. Alors, une victime d'un accident automobile au Québec, un préjudice corporel est indemnisé par la SAC sans question de poser. Okay. Par rapport à la faute. Par rapport à la faute. Ça s'applique pas pour le dommage corporel, pour le dommage matériel. Non, pour le dommage matériel, on appelle des barèmes de la convention d'indemnisation directe du groupement des assureurs. Les assureurs, je pense que c'est dans les années 80 peut-être. Suivant la loi, l'établissement du no-fault. C'est ça. Suivant l'établissement du no-fault, les assureurs se poursuivaient entre eux parce qu'ils assuraient leur assuré après un accident d'automobile. Et là, ils se retournaient contre la personne qui était responsable. Et en fait, souvent, l'assureur se retrouvait à C'était le même. Okay. Il s'auto-poursuivait. Fait qu'il y avait des frais juridiques importants qui étaient perdus, du temps aussi pour les assureurs. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé des barèmes, que c'est quasiment des petits logos, là, des images. Ouais. Si on tombe dans cette situation-là, la responsabilité est prédéterminée et c'est de même que... Ce qui est fascinant, c'est qu'avec le véhicule autonome, maintenant, le législateur, puis le Québec, on est probablement la juridiction en Amérique la plus favorable à déployer des véhicules autonomes à cause du no-fault. Tu veux pas déployer en tout cas, puis la réalité, c'est qu'au Nevada, ils sont vraiment en avance sur nous. Il y a plusieurs États américains qui sont éminemment plus en avance sur nous, malgré qu'ils ont le droit de poursuite contre les opérateurs. Au Québec, avec le no-fault, la victime va être indemnisée par le gouvernement. Et là, ce qui est fascinant, c'est que le gouvernement, avec les modifications qu'ils ont faites à la loi, se réserve le droit de poursuivre le manufacturier ou le distributeur du véhicule autonome. Dans le fond, là, le Code de la sécurité routière parle du fabricant et du distributeur. OK. Et là, on parle déjà d'assurance, on parle de responsabilité. On est rendu où, là? Ça va si vite que ça? Ça va excessivement rapidement. Comme je te dis, on est déjà là. Moi, ce que je vois à très courte échéance,
ce qui va être très facile à automatiser, puis je pense à un client là, qui a un entrepôt dans la couronne de Montréal qui est complètement automatisé. Parce qu'on parle des entrepôts sans fenêtre, des entrepôts noirs. Pourquoi noirs? Parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Les structures, les étagères sont opérées par des robots, ça va extrêmement plus vite, plus efficace, et ainsi de suite. Si on fait le parallèle avec ça, avec le transport, le shunting dans la cour, je sais pas comment on dit ça en français, je m'en excuse, on va pouvoir rapidement automatiser ça. On va encore avoir besoin des gens pour surveiller puis contrôler tout ça, mais on va pouvoir mettre de l'automatisation là-dedans. On met l'automatisation dans l'entrepôt, on peut le mettre dans la cour, c'est fermé, c'est clôturé, c'est un milieu qui est très sécuritaire et contrôlé. Et souvent, c'est le même trajet qui est effectué. Donc, Oui, déjà, on a un meilleur contrôle. Ça se planifie. Ça se planifie. Ouais. Après ça, tu vas voir, on a vu dans les nouvelles récemment, Pitt a fait des tests de peloton de véhicules. Oui, platooning. Le platooning. Le premier véhicule en avant est contrôlé par un pilote et tous les véhicules à la suite suivent à une distance extrêmement rapprochée, créant un effet d'aérodynamisme. Et il n'y a pas besoin d'avoir un pilote dans chaque véhicule parce que c'est comme si ça fait un train. Les véhicules se parlent un entre eux. Fait que là, si le premier change de voie, par exemple, oui. accélère, décélère, les autres en arrière vont suivre aussi. Puis là, Là, on est là, ça s'est déjà produit. Ils ont fait des tests récemment. Ils font des Québec, tests. Là. Ouais. En ce moment, au Québec, il est illégal d'opérer un véhicule autonome à moins d'avoir la permission du ministre, okay, dans le cadre d'un projet de pilote. Maintenant, le ministre, à l'époque du gouvernement précédent, a dit « on en veut ». Fait que là, il suffit juste que quelqu'un arrive avec des projets réels, puis il y a toute la question de l'assurance, puis de la responsabilité, puis de la formation du chauffeur et tout ça, mais il y a une volonté forte du milieu politique de déployer des projets comme ça. Je pense pas que ça va enlever la job à personne. Ouais. Je pense que ça va créer pas mal plus d'efficacité, ça va permettre aux entreprises d'en faire plus avec leurs employés, sans que les employés travaillent plus par ailleurs, là, mais les tâches vont être portées à être modifiées avec la technologie qui arrive. Mais on va toujours avoir besoin de bons opérateurs à bord du véhicule parce que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui comprend le connaissement. Tu vas toujours avoir besoin de quelqu'un qui va être capable, en tout cas du moins à court et moyen terme, qui va être capable de prendre le contrôle du véhicule. Parce que un peu comme le pilote d'avion qui doit faire décoller et atterrir l'avion, peut-être qu'entre les deux, il y a ce pilote automatique. Oh, oui. On commence il faut réfléchir comme ça avec les camionneurs. Ce qu'on va voir, qui va arriver très rapidement, la très longue route. Il n'y a pas de raison qu'on ait besoin d'un conducteur dans chaque camion sur la 401 quand on sait exactement qu'ils font Montréal-Toronto pas en ligne droite. Je comprends que c'est probablement l'autoroute dangereuse, là, mais ça se prévoit, ça se planifie. Puis les derniers qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Un peu comme les pilotes. Les navires, quand ils arrivent sur le Saint-Laurent, doivent embarquer un pilote à Rimouski ou aux Escoumins. Ben, les véhicules vont arriver, exemple, à Toronto. Puis là, il va y avoir un pilote de Toronto qui connaît la ville, qui connaît toutes les zones de restriction, qui connaît la carte de la ville, qui lui va embarquer, qui va faire le dernier mille. Puis là, moi, je pense en tant que camionneur, puis je pense à ceux qui nous écoutent présentement, puis ils doivent se dire, écoute, là, pourquoi ils sont rendus là? Puis moi, je me posais la question tantôt, puis tu m'as répondu aussi, c'était en lien avec le manque de chauffeurs. Mais ça enlèvera pas de la job à personne. Puis en plus, mais comme on se disait, ça va permettre aux camionneurs de pouvoir rester plus souvent chez lui. Et si tout ce qu'il fait, lui, c'est d'aller, notamment au dernier dernier kilomètre, et ramener le truck à bon port, ben ça l'empêche de faire justement le grand parcours. Fait que déjà, en partant, ben, on va avoir besoin de moins de camionneurs là, pour faire le camionneur longue distance, son métier va être appelé à changer beaucoup. Ça, je suis convaincu. Maintenant, Sarah, tu es d'accord? Ce qu'on a de la difficulté à trouver dans les entreprises, c'est le camionneur longue distance. Ouais. Des filles et des gars qui veulent faire du local, on en a. Là. C'est plus difficile, les conditions de travail, en fait, sont plus difficiles parce qu'on est porté à partir pendant des longues périodes de temps. Là, l'autonomie des véhicules, si on est porté à contrôler le véhicule peut-être à distance ou dans un lieu fixe ou juste faire les derniers miles, va permettre aux chauffeurs de rester dans avec leur famille. Avec leur famille. Maintenant, je pense, le camionneur disparaîtra pas. On va peut-être avoir un camionneur qui va se déplacer dans un véhicule de service, qui va suivre le peloton, qui va devenir un peu
un programmeur, un mécanicien, un agent de service à la clientèle. / ingénieur technologique. C'est que le métier va se spécialiser, mais il va pas disparaître. Mais tu parlais tantôt même de télécommander, là. C'est d'arriver puis être capable de télécommander un véhicule à distance. On parle de platooning, on parle de moi, je vais télécommande. te conter une histoire, OK? Au congrès de l'Association du camionnage, il y a une couple d'années, vous avez mis votre simulateur de conduite. Oui. OK? Puis là, le défi, c'était la personne qui se rend du point A au point B sans prendre de carburant, OK? Pour tester la conduite écologique. Oui. OK? Toute la journée, là, le premier en haut de la liste, là, c'était moi. Pourquoi? Parce que tous les gars et les filles qui étaient là, ils conduisaient sécuritairement. OK? Moi, j'étais un joueur de jeux vidéo. OK? J'ai compris assez vite que j'allais miser sur l'inertie du véhicule, là. Puis je pense que j'ai écrasé du monde dans le parcours. Mais j'étais capable de le contrôler. Ça me parlait, j'avais la manette. Tu sais, je veux dire, la nouvelle génération, là, on est confortable avec ça, la perception visuo-spatiale. Il n'y a aucun stress avec ça. Je veux dire, puis là, c'est un peu une blague parce que j'ai écrasé du monde parce que mon seul paramètre, puis là, tu parles à l'avocat, puis tu lui expliques les règles, tu dis, ben, je vais respecter les règles. Puis tu m'as pas dit que je pouvais pas écraser des gens, mais c'est facile. Puis ce qu'il faut surtout être certain, là, c'est que les véhicules autonomes sont sécuritaires. Dans le projet qu'il y a en ce moment, qui roule au Québec, là, on traverse un 4 coins. La navette et les feux de signalisation sont connectés ensemble. La navette, c'est exactement à quel moment les feux vont changer de couleur. Puis quand la navette arrive aux 4 coins, c'en est presque difficile parce que la navette respecte la règle excessivement de manière précise, cède le passage à tous. Mm-hmm. Okay. Fait que la navette, elle peut coincer aux 4 coins si les humains la laissent pas passer. Oh, je comprends. Mais elle va pas écraser un humain, par contre, elle va le laisser passer. Okay. D'où Exact. l'esprit. Mais là, le système qui va être incorporé dans la route, parce qu'il va y avoir de quoi qui va guider ce véhicule-là, c'est quoi exactement? C'est une balise GPS? C'est quoi? Exemple, sur les autos en ce moment, il y a des systèmes qui détectent les lignes par terre pour rester dans la ligne. C'est ça, qu'il y a de la neige, c'est pas très efficace. Okay? Ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a de l'incorporation, exemple, dans les lumières, pour que le feu de circulation parle aux automobiles. Les panneaux de vitesse, on pourrait faire ça. Oui, les panneaux de vitesse qui sont intégrés, par exemple, dans le système GPS ou dans le système du véhicule pour qu'on puisse s'adapter à notre conduite. On rentre dans une nouvelle zone avec une nouvelle limite de vitesse. Okay. Le véhicule va s'adapter à ça. Ah ouais. Puis même, je dirais, ça irait jusqu'à capter la pancarte, le panneau de signalisation qu'il y a sur le côté. Ça, on voit ça en ce moment, là. Ça existe, là. On a un client qui a des véhicules avec le GPS qui adapte automatiquement la vitesse du véhicule. Dépendamment de la zone. Fait qu'il va falloir quand même qu'il soit... On parle du Québec, là. On parle des conditions météo, on parle de tout ça, là. Donc, on va arriver avec des systèmes... Du sel au Québec. Le calcium, ouais. On va arriver avec des systèmes qui vont devoir être vraiment, là... Fiables, très fiables. Il n'y a pas personne qui veut mettre quelque chose de dangereux sur la route. Le plus important, c'est pas d'arriver à temps, c'est d'arriver en sécurité. Ouais. Puis ça prend un système qui te permet de faire ça. Puis ça coûtera ce que ça coûtera, il faut que ça soit sécuritaire. Maintenant, les véhicules autonomes roulent sur la planète depuis plusieurs années maintenant. Il y a une compagnie qu'on nommera pas, qu'on adore, qui livre de la bière avec des 53 pieds au Nevada, pour de vrai. Ouais. OK? Il y a des flottes de taxis qui sont en train de s'automatiser, surtout dans le coin de Pittsburgh. Il y a des tests qui se font. Il y a manière de le faire de manière... Les véhicules de Google en Californie ont enregistré, j'ai pas les chiffres exacts, mais un nombre incalculable de miles d'opération. 5,5 millions. Sans accident. Sans accident, exact. Fait que c'est... si on fait le comparatif à un humain qui contrôlait le véhicule... Ça aurait été quoi les stats? Exactement. On le sait pas. Je pense que ce qui reste beaucoup à changer, c'est peut-être la mentalité des gens. Moi, on a travaillé sur un projet de véhicule autonome cet été. Puis, quand j'en parlais un petit peu à ma famille, il y en avait qui étaient inconfortables avec le fait, ben voyons, il y a personne qui conduit, il y a personne qui... Mais fait que la technologie va permettre d'avancer. Possiblement que les statistiques vont nous prouver que c'est plus sécuritaire que quand c'est un humain qui conduit. Mais les gens sont peut-être pas rendus là. Peut-être pas prêts. Exactement. Ouais. Ça va venir. Tu sais, la technologie, on s'y adapte tous. Là. Il y a 20 ans, personne n'avait d'iPhone. Maintenant, tout le monde en a un. Ça va être de passer la barrière sociale puis morale, l'acceptabilité
de cette technologie-là. Mais là, écoute, on parle d'il y a plusieurs années, on parlait que les autos voleraient, là. On disait, en 2000, les autos vont voler. On en parlait tantôt, puis c'est vrai, moi, je me rappelle très bien de ça. Puis, tu sais, écoute, en 2000, les autos volaient pas, là. Non. Hein? Puis aujourd'hui, on nous parle de quelque chose qui va être autonome. La grosse différence, là, c'est que c'est pas dans l'an 2000, ça va voler. En 2018, ça l'a conduit de manière autonome au Québec. Ouais, ça s'est fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fait. C'est la réalité, c'est là, c'est le présent. C'est pas le futur, c'est pas de la science-fiction. À Lyon, le projet de la même navette roule depuis 2 ans. Ça l'a roulé sur la strip à Vegas sans problème. C'est plus des projections, c'est de la réalité. Mais là, on est en train d'étendre, excuse, je le compare à ça, mais on est en train d'étendre ça à un train de marchandises. C'est vrai. Tu sais, le train de marchandises, ça existe depuis des siècles quasiment, là. On ne comprend pas depuis quand c'est commencé, là. Mais il reste quand même que c'est ça qu'on s'enligne vers ça. C'est une route, toujours la même, avec plusieurs wagons. Puis on pourrait mettre un conducteur autonome dans le Exactement. train. Exactement. Puis il y a même un projet en ce moment de faire une autoroute dans le milieu des États-Unis réservée aux véhicules autonomes. Pour que le commerce, on va dire, connecte dans le centre, ça donne comme une espèce de colonne vertébrale. Le développement de la nation américaine s'est fait de l'est vers l'ouest avec les chemins de fer. Est-ce que le prochain projet, c'est du nord au sud avec cette autoroute-là, peut-être? Mais là, avec tout le trafic qu'il y a, tout écoute, ça manque de plus en plus, là. Là, j'imagine qu'en faisant ça, ben, ils vont éliminer un peu de circulation dans le chemin, ou est-ce qu'il faut? Ben, c'est sûr. Écoute, prends juste, il y a des villes en Europe où tu ne peux pas livrer durant la journée. C'est ça. Ça circule uniquement le soir, la nuit, là. Pendant le jour, il n'y a aucun véhicule lourd qui circule. Est-ce que ça serait possible d'avoir des véhicules autonomes qui pourraient faire la livraison de nuit à des heures atypiques, qui sont pas toujours faciles? Puis il y a des camions, il y a des conducteurs qui sont très confortables de conduire la nuit. Moi, je serais vraiment pas bon de conduire la nuit. Est-ce que ça va nous permettre d'augmenter le volume de trafic? Peut-être. À des heures différentes. Est-ce que ça va enlever du travail? Non. Ça va-tu faire évoluer le travail? Définitivement. Ça, je suis convaincu. Mais je pense qu'on s'enligne vers ça. De toute façon, on n'a pas le choix, là. Présentement, là, on le voit, là, la pénurie de chauffeurs. Il faut pas se cacher, là. On demande, là, des chauffeurs d'autres pays pour être capable de venir combler le manque. Ben, tu vois, ça, c'est le principal moteur, je pense, de l'avènement du véhicule autonome. Si on avait des conducteurs qui seraient disponibles à l'emploi puis qu'on serait dans un marché d'employeurs, on n'aurait pas avantage à dépenser autant de sous en recherche et développement pour des véhicules avec ce type d'équipement-là. Maintenant, on manque d'employés. J'ai pas un client à qui je pose la question, je peux-tu te rajouter 20 véhicules autonomes, puis t'as pas besoin de chauffeur? Ils me disent tout oui, là. On se fera pas de cachette. Il y a un problème de capacité dans l'industrie. On a besoin de plus de véhicules, mais on n'a pas de bons chauffeurs pour les mettre. D'où l'importance d'avoir la formation qui va te permettre de le faire de manière sécuritaire. Parce que le plus important, c'est pas que la marchandise se rende, c'est que le chauffeur revienne à la maison en sécurité. Là. Hein, on se comprend. Maintenant, comment qu'on peut augmenter le volume? Ben, il y a de l'immigration, c'est une des solutions. Il y a tout ce que vous faites en programme de formation puis d'encadrement. Maintenant, il manque encore de chauffeurs. Là. Ça, c'est une réalité. Puis ça, c'est le principal vecteur. On a besoin que les camions roulent. Puis une des solutions trouvées par l'industrie et la technologie, c'est les véhicules autonomes avec l'immigration, entre autres. Puis là, c'est sûr que moi, je vois toujours ça en tant que camionneur. À crime, il s'enligne à ce qu'on perde nos jobs. Mais là, plus j'y pense, plus je regarde ça, nos jobs, on ne perdra pas nos jobs. Nos jobs vont s'améliorer, vont changer. Ouais. Tu sais, comme moi, dans l'enseignement, c'est sûr qu'il va falloir l'enseigner pareil, là, ce système-là. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui le reçoive, cette information-là. Exact. Donc, ça va être pareil là, pour ce qui est de tous les conducteurs. Ils vont évoluer. En ce moment, la technologie demande à ce que l'opérateur, qui n'est pas un conducteur, l'opérateur soit capable de prendre le contrôle puis d'arrêter le véhicule. En cas d'urgence, par exemple. Puis c'est un parallèle qui est peut-être un peu boiteux, mais quand tu vas faire du ski alpin, là, la personne qui te donne le chairlift, qui t'assure de faire du service à la clientèle, que tu es bien assis, puis que c'est sécuritaire, puis que tout se déroule bien. On va perdre un ski. Hein? OK. Mais cette personne-là a un gros piton rouge pour arrêter le chairlift en cas de besoin. Puis je dis pas que le camionneur va devenir va se limiter à OK, c'est pas ça, c'est réducteur. Mais dans la mesure où le véhicule suit le même trajet, ça va nous prendre quelqu'un de fiable qui va s'assurer que tout est en sécurité, que la marchandise est bien arrimée,
que la marchandise est bien livrée. Qui comprend c'est quoi le transport, Ouais. qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi l'objectif du mouvement de transport. Jusqu'à un certain point, peut-être que le travail de répartiteur et de conducteur va fusionner à très longue échéance, À long terme, ouais. à très long, loin dans le futur. Ouais. Mais il faut comprendre aussi, d'après moi, que les réglementations vont changer. Ah, c'est évident. Puis écoute, là, on a du papier sur la table. La loi a déjà changé Ah oui? pour permettre le projet pilote, pour permettre les véhicules autonomes au Québec. Ils ont dû changer le code de la sécurité routière. Le ministre a dû dire que le règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, sur la ronde de sécurité, et ainsi de suite, a dû tout adapter ça parce que tout est fait en ce moment pour l'obligation au propriétaire du véhicule, à l'exploitant et au conducteur. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de conducteur? Ouais, Il faut réfléchir à tout ça. Il faut prévoir qui est responsable de l'accident, qui est responsable si la navette fait un excès de vitesse. Il n'y avait pas de conducteur. Est-ce que Le c'est la conducteur, personne? c'est la compagnie qui va recevoir l'étiquette. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un pirate informatique qui prend le contrôle de la navette? Hein? C'est toutes des... On est rendu là. Fait que c'est sûr, on parle Exact. d'informatique, donc C'est c'est sûr, il faut y penser. Puis moi, je vais te tracer un parallèle. C'est pas si nouveau que ça, les véhicules autonomes. Parce que si on recule de 150 ans au Québec, il y avait des véhicules autonomes. Un cheval. Un cheval. C'est Exactement ça. Si tu vas dans le Vieux-Québec, là, moi, je trouve ça fascinant. Le cocher ne regarde à peu près jamais où il s'en va. Ouais, le cheval, il sait ce qu'il va. Le cheval, il sait pas mal où Ouais. il s'en va. Puis le cocher, il est toujours en train de parler. Ouais. Puis il fait quoi? Il fait du service à la clientèle. Il s'assure que les passagers soient confortables. Il vend le billet. Il encadre le processus. Mais si le cheval prend le mort, le cocher est là pour reprendre le contrôle de l'animal. Puis ça, ben écoute, avant l'arrivée de l'automobile, là, les décisions des tribunaux sur les accidents de calèche, il y en avait. C'est un petit peu ça. C'était la responsabilité de qui contrôlait à quelque part le cheval qui était autonome en soi, là. Puis il y avait une responsabilité pour le propriétaire du cheval, parce que le cheval, c'est un bien immeuble. C'est la responsabilité du propriétaire du bien. C'est que si le cheval mord un enfant, ben il faut que quelqu'un soit responsable. Tu peux pas poursuivre le cheval. Tu poursuis le propriétaire du cheval, ou peut-être la personne qui a piqué le cheval. Prends tout ce que je viens de te dire, puis remplace cheval par auto. Auto, camion. Auto, camion, Camion, bateau, avion. Autobus. Je viens de terminer mon mandat de président de l'Association canadienne des avocats en transport, puis on avait notre congrès annuel, puis il y avait un conférencier d'une organisation de l'ONU qui s'occupe de l'aviation civile, qui est venu nous parler des drones. Parce que le véhicule autonome, moi, je t'amène plus loin. Que le véhicule soit dans les airs ou sur la route, à un certain point, ça va être la même chose. On va se déconnecter de la route. On va parler d'un lane de livraison. Okay? Puis, est-ce qu'on va avoir un peu d'eau, un peu de bateau, un peu d'avion? Peu importe. Okay? Mais le gouvernement chinois a décidé qu'il mettait des avions autonomes pas demain. Il a dit, on en fait là. Puis, ce que le conférencier me montrait, puis c'est des photos d'équivalent comme des gros Cessna complètement autonomes. Il y a même pas de fenêtre dans le cockpit en avant, là. Ah ouais. Ça décolle, ça se promène, puis le gouvernement chinois a décidé qu'il en faisait là. Fait que ça, disons qu'ils n'ont pas le même système législatif que nous. Quand ils décident qu'ils le font, ils le font. Ouais. Mais c'est une réalité. Puis, est-ce que ça va ralentir? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Écoute, Pierre-Olivier, Sarah, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures, mais je pense que tu n'aurais même pas de misère à nous starter ça pendant 1 heure et demie, je pense. Hein? Mais c'est un sujet qui nous passionne, honnêtement. C'est le futur des conducteurs de véhicules lourds, mais c'est aussi le futur des avocats en transport, parce que notre métier à nous aussi va être porté à évoluer avec cette technologie-là. okay. Puis on était tellement excités de ça qu'on a essentiellement cancellé nos vacances cet été pour finir le projet. Non, mais c'est le fun. Au moins, si vous avez de l'intérêt, puis en plus, ben, ça porte fruit. Mais c'est intéressant. Puis pour finir avec ça, toi aussi, vous attendez, ça va prendre combien d'années avant que ça soit là, vraiment là, implanté, là, puis qu'on se dise là, vraiment, là, hey, regarde, là, on est rendu là. Bon. Moi, en ce moment, je conduis un Jeep Wrangler. Okay? Je brûle du carburant. Okay? J'aime mon auto. Je pense que ma prochaine auto va être électrique. Okay? Je pense que c'est ça ma prochaine étape. Ça fait que dans 3 ans, je vais avoir une auto électrique qui va me durer, peut-être, je sais pas, 3-5 ans que je vais la garder.
Je pense que la prochaine va être autonome. Aussi vite que ça. Je suis convaincu. Puis moi, j'ai été... Je suis pas mal sûr, j'ai eu le premier iPad au Québec. Je l'avais fait rentrer par des gens à travers les douanes, là, mais je vais probablement être un des premiers à avoir une voiture autonome au Québec. Je suis convaincu de la technologie. Je suis aussi convaincue de la technologie. Je pense que ça s'en vient rapidement. Je sais pas, c'est quoi la projection là, par... On nous parle de 2020-2025 pour un point de vraiment là, d'acceptabilité des opérateurs. Le gouvernement américain nous parle de 2030 comme étant vraiment le moment où l'autonomie va dépasser le véhicule standard. Ça fait que 10-15 ans maximum. OK, ben, je suis content. Je suis encore assez jeune pour pouvoir penser de vivre ça. Ah, tu vas le vivre, c'est sûr. On va le vivre, mais je pense que ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, l'acceptation morale qui va peut-être ralentir la technologie. Oui. Mais c'est pas grave. Regarde, on va s'adapter, je suis sûr certain. Fait que, hey, Sarah, Pierre-Olivier, merci énormément. Merci. Regarde, c'est sûr qu'on va vous réinviter, là. C'est trop pertinent. Fait que, merci à tous. Merci à tout le monde. Puis, écoutez, regarde, vous avez d'autres questions, vous avez des questions à nous poser, vous ne gênez pas. Vous nous les envoyez, puis ça va nous faire plaisir là, de parler de sujets qui peuvent vous intéresser comme ce style-là. Fait que merci.